Bonjour à toutes et à tous, Valentin Offrand avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mercredi 13 mars 2019 et comme vous le savez, sans doute l'accord de divorce qui a été présenté au Parlement britannique hier soir a été rejeté par une large majorité une nouvelle fois. Donc, défaite de Theresa May, première proposition était le 15 janvier, ça avait été rejeté. Cette fois-ci, c'est encore rejeté. Donc, ce soir, nouveau rendez-vous pour ce dossier du Brexit. Il y aura le Parlement qui votera pour ou contre la possibilité, attention, c'est bien la possibilité, c'est pas vraiment un fait, enfin une action qui sera prise en compte, mais pour ou contre la possibilité d'une sortie sans accord. C'est-à-dire que, en clair, est-ce que le Parlement donne le feu vert au Parlement pour une sortie sans accord ou non? Ce n'est pas parce que le Parlement vote en faveur d'un no deal qu'il va avoir forcément une sortie sans accord. Attention, hein, c'est vraiment le feu vert. Hein. C'est une possibilité qui doit être approuvée par le Parlement. Voilà, donc ce soir, vote sur le no deal pour ou contre. Il y a des très fortes chances que ça ne soit pas voté, que ce soit rejeté. Hein, le Parlement travailliste, qui est le plus important parti d'opposition aux conservateurs, d'ores et déjà déclaré qu'il voterait contre ce projet de texte. Donc voilà, il y a très peu de chances que ce texte soit voté, soit approuvé, pardon. Et donc s'il est rejeté, demain, encore une fois, un nouveau vote. Mais cette fois-ci, ça sera pour ou contre une extension de l'article 50 du traité de Lisbonne, c'est-à-dire un report du Brexit. Voilà, donc c'est beaucoup plus crédible si il y a un report. Alors attention, si jeudi nous avons le Parlement qui approuve l'extension, enfin le report du Brexit, il faut que ce soit validé par les 21 chefs d'État, 27 pardon, excusez-moi, 27 chefs d'État le 21 mars lors du sommet européen. D'accord, donc voilà. Bon, à mon avis, ça sera approuvé bien évidemment, mais voilà. Et si on a un report, bon bah les Britanniques demandent 2 à 3 mois. Enfin, en tout cas, c'est pas très clair, hein, mais voilà, ce serait plutôt 2, 3 mois jusqu'à juin, quoi. Et alors que, lors des dernières nouvelles, hein, Juncker avait annoncé que s'il y avait un report, ça serait jusqu'en décembre 2020. Voilà, donc finalement, là encore, il y a pas de compromis trouvé. Donc clairement, c'est le point mort. Hein. Si on devait résumer tout cela, c'est le point mort au niveau du Brexit. Retour à la case départ, sauf que nous sommes à un peu plus de 2 semaines du Brexit. Donc voilà. Donc finalement, à la fin du mois, quelles sont les possibilités? Je dis pas ceux qui sont crédibles, mais les possibilités, c'est quoi? Une sortie sans accord, ce qui serait catastrophique hein, pour le Royaume-Uni, mais également pour l'Union européenne. Pour le coup, hein, ça serait assez mauvais. On a sinon un report du Brexit et c'est tout ce qu'on a. Voilà. À la fin, d'ici pour la fin de mois de mars. Ou alors on a un accord qui est trouvé, qui est voté par le Parlement, mais en fait pas du tout, puisque Pierre Moscovici a indiqué ce matin qu'il n'y aura pas de reprise des négociations avant le 29 mars, avant la fin du mois. Donc voilà. Après, est-ce qu'il a dit ça pour faire peur aux députés qui voteront ce soir pour ou contre le no deal? On ne sait pas. De toute façon, c'est une partie d'échec, mais voilà. Concrètement, on ne sait pas ce qui va se passer. Pour le moment, ça crée un peu d'aversion au risque, mais le fait qu'on ait eu ce vote rejeté, il semblerait que le marché anticipe un report du Brexit, et c'est pour ça que la livre bondit ce matin. Alors bondit, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, est en hausse en tout cas. Alors sans plus attendre, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Ensuite, on pourra continuer ce webinaire. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour Gilles, j'espère que vous allez bien. Jean, Frédéric, Julien que je salue également, Denis et Raymond de même. Bien le bonjour à vous Raymond, j'espère que voilà, vous allez tous très bien. Franck et Julien de même, voilà, je salue tout le monde, Moa, Loïc, Cornel, bonjour. Alors, Julien qui me dit, et l'Union Européenne a dit qu'il n'y aura plus de négociations. Exactement, il n'y aura plus de négociations avant le 29 mars. Donc c'est pour ça que ça m'étonnerait qu'il y ait un nouveau accord qui soit trouvé d'ici la fin du mois, puisque a priori il n'y aurait pas de négociation.
Voilà, donc bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, Vladimir, May, Bertrand, bonjour. Donc comme on peut constater hier, on a eu un Wall Street qui est plutôt clôturé en hausse, même si les gains se sont atténués à la suite du vote du Parlement britannique, hein, qui, je rappelle, a rejeté l'accord de divorce. Donc des gains qui sont atténués. Le Dow Jones qui enchaîne les séances dans le rouge, hein, puisque vous savez que là, l'action la plus importante dans le Dow Jones, c'est quoi? C'est Boeing. Et Boeing, pour le moment, son cours, son cours ne décolle pas. Hein, voilà, son cours est plutôt en baisse. Compte tenu de ce qui se passe, vous le savez, hein, deux crashs sur un même avion, enfin d'un même type d'avion. Cet avion qui est pour le moment suspendu de vol en Europe, dans la plupart des pays asiatiques, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Finalement, il n'y a que les États-Unis qui, pour le moment, autorisent encore le vol des 737 MAX, voilà, le modèle d'avion de Boeing. Donc ça fait mal à l'action Boeing et c'est pour ça que le Dow Jones est dans le rouge. Mais globalement, si on regarde le S&P, on le voit, on a une légère hausse. Donc voilà, plutôt un marché action américain qui est quand même dans le vert. Voilà. Ce matin, bon, on a clairement la version au risque. On le voit, le yen, le gold qui progresse, le rendement du 10 ans qui est en baisse. Donc voilà, ça c'est typiquement de la version au risque. Hein. Et le Nikkei et le MSCI Asie et Japon sont en baisse. Et donc là, voilà, c'est risk-off. Hein. C'est risk-off. Au niveau du calendrier économique, le focus se tournera. Alors là, si je mets le calendrier de hier, ça ne va pas le faire. Donc on va regarder le calendrier du jour. Calendrier du jour, le voici. Alors, on aura trois rendez-vous. Déjà, commande de biens durables à 13h30. Nous aurons également, son affiche faible, l'indice des prix à la production à 13h30 des États-Unis, attendu en baisse. D'ailleurs, enfin attendu en baisse, en ralentissement. D'ailleurs, je vous rappelle que hier, on a eu l'indice de prix à la consommation aux États-Unis et l'IPC Core a ralenti, le mois dernier, ce qui n'était pas prévu. Donc voilà, ça a fait pression un petit peu sur le dollar et ce qui a permis à l'euro d'atteindre les 1,13, hein, finalement l'objectif qu'on avait déclaré la semaine dernière. Et enfin, nous aurons, alors c'est pas programmé sur le calendrier, mais à 20h, le nouveau vote du Parlement britannique pour ou contre le no deal. Voilà, donc ça sera à 20h. Donc 13h30 et 20h, c'est 2 heures clés pour le trading aujourd'hui, pour votre séance de trading. Voilà, le 731 ne vole plus qu'aux USA et au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, j'ai cru avoir lu que justement au Moyen-Orient c'était également banni. Alors d'accord, bon. Bah, écoutez, voilà, 737 Max ne vole en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils volent plus qu'aux USA. Voilà, donc voilà, merci pour cette confirmation en tout cas. Alors au niveau du FX, regardez le GBP, hein, le GBP qui est en hausse, hein, les cambistes qui vraiment anticipent un report du Brexit finalement, parce que la probabilité que le Parlement vote pour un no deal est relativement faible, et à l'inverse, qui vote pour une extension, une demande d'extension de l'article 50, elle est plutôt élevée. Donc c'est pour ça que le GBP est en hausse. Les IDE et le NZD sont en baisse, puisqu'on a la version risque. Vous savez que c'est devises Como. En plus de cela, on a eu une statistique décevante au Japon avec les commandes de machines qui ont baissé plus que prévu. Voilà. Au niveau du S&P, donc ce que je voulais vous faire voir, voilà, c'est, vous savez qu'on a une corrélation négative entre les obligations et les actions. Normalement, dès que les obligations montent, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le marché paye des obligations. Donc, c'est plutôt la version au risque. Et donc, les marchés actions ont tendance à être en baisse. Alors, cette corrélation, depuis le début de la décennie, a été assez biaisée par les quantitative easing qui ont soutenu le marché obligataire et voilà, par ricochet le marché action. Mais d'un point de vue historique, le marché obligataire le marché action est corrélé négativement au marché obligataire. Donc normalement, le rendement, le S&P est globalement corrélé au rendement US normalement. Et là, on peut voir que depuis finalement, si on se met depuis le début de l'année, non peut-être pas depuis le début de l'année, mais regardez, depuis les sommets, on voyait clairement le rendement il n'est pas en hausse. Hein. Le rendement n'est pas en hausse, il est même à un plus bas depuis, vous voyez, janvier 2019. Donc ça, c'est une information d'aversion au risque qui témoigne de l'aversion au risque, c'est-à-dire que le marché paye des obligations, donc le rendement il baisse.
il baisse. Donc normalement, ça doit être négatif pour le S&P. Pourquoi le S&P monte? Parce que finalement, la hausse actuelle, elle est assez superficielle. Hein. Vous savez que c'est les rachats d'actions. Hein. Si vous regardez les volumes, ils sont extrêmement faibles sur le S&P. On n'a pas de soutien des volumes depuis le début de cette hausse. D'accord. Ce qui soutient la hausse, c'est réellement déjà la couverture de position short, ça fait remonter le prix, et ensuite on a vraiment les rachats d'actions, programmes de rachat d'actions des entreprises américaines qui justifient ce rebond, mais voilà, c'est assez limité dans le temps normalement. Bon, donc S&P en tout cas techniquement, et ensuite on passera à l'or, puisque l'or, vous voyez qu'on a eu un beau breakout, ça y est, ça commence à partir l'or. Alors S&P 2790 points. Alors j'ai remarqué une oblique que je n'avais pas remarqué avant, ou en tout cas que je n'avais pas mis je n'avais pas illustré. Regardez cette oblique, 1, 2, 3, 4 points de contact. Donc là on voit bien qu'on a une oblique, bon, plus que cette oblique, cette résistance que je ne cesse de répéter à 2820, enfin 2800, 2820, c'est une résistance majeure. Et là on voit, certes on a eu un rebond, mais bon on n'a pas eu de signaux non plus bullish sur le S&P. Donc voilà, on a eu un doji finalement sur le contrat futur hier. Là, pour le moment, bon, c'est le contrat futur, on n'a rien. Voilà, on n'a pas de nouveau breakout. Et en l'absence de breakout, moi, je reste plutôt avec une perspective baissière. D'accord. En journalier, on avait une divergence. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, on a eu une divergence. Le RSI est revenu à 50, mais on n'a pas clôturé en dessous. Donc, techniquement, cette divergence n'est pas exploitable pour le moment, en tout cas. Par contre, si elle venait à, vous voyez, là, on a eu un rebond, mais on peut très bien voir le breakout lors des prochains jours. Et si on a le rebond, bah là, du coup, c'est retracement de 38%. Enfin, on aurait le retracement de 38% de cette hausse. En 4 heures, qu'est-ce que nous avons? Bah, en 4 heures, ça manque de momentum à court terme. Hein, on le voit, il y a quasiment rien. En horaire, c'est pareil. Vous voyez, on est même peut-être en train de faire un top island. Je ne sais pas. Si on gappe à la baisse, ça sera un top island. Donc figure de retournement. Voilà. Donc S&P, pas de mouvement haussier. Ça c'est clair. Je pense que nous sommes presque tous, hein, d'accord. Au niveau du CAC, bon, le CAC c'est pareil, on est revenu proche des sommets, mais on n'a pas eu de breakout. Hein. En tout cas, je n'en ai pas vu. Regardez le CAC, tout comme le DAX, hein, on va le voir dans un petit instant, mais si on met les Enkinashi qui permet un peu de lisser le prix, d'accord. Si vous faites du trading tendance, Enkinashi peut être un grand allié. Psychologiquement, voir des chandeliers verts, ça peut paraître bête, mais quand vous êtes à l'achat, ça fait une différence. Hein. Ça fait une différence. Donc entrevoir un graphique comme celui-ci lorsque vous achetez à ce moment-là, d'accord, imaginons, hein, bien sûr, et un graphique comme celui-ci, vous voyez que celui-ci il est beaucoup plus sportif d'un point de vue psychologique. Hein. Donc voilà, Enkinashi peut être un de votre alliés si vous faites du trading de tendance, que ce soit en intraday, en swing, peu importe. Au niveau de la MACD, c'est ça qui est vraiment intéressant. Au niveau du CAC, c'est regardez ce croisement à la baisse. Ce croisement à la baisse, ça pourrait sous-entendre un renversement. Ça pourrait sous-entendre un renversement et je suis persuadé que si on se met sur du 4 heures, on devrait voir une divergence baissière. Voilà, on avait une divergence. Le problème avec la MACD, c'est que les divergences sont pas, c'est pas très très précis, hein, puisque voilà, c'est assez arrondi, c'est pas des pics, hein, mais regardez. Donc là, en ce moment, je suis passé sur la MACD. Hein. Vous savez, moi, je change entre le RSI, le stochastique, la MACD. J'ai une préférence pour le RSI, mais je me rends compte que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont sur le stochastique et la MACD, donc je change simplement parce que c'est la même. Si vous savez utiliser la MACD, vous savez utiliser le stochastique ou le RSI, c'est le même principe. Sauf que la MACD, c'est pas un indicateur qui est borné. Il n'est pas borné cet indicateur, donc on n'a pas de zone de surachat ou de survente. Mais les signaux sont globalement les mêmes. C'est-à-dire que voilà, MACD, ça ressemble beaucoup au stochastique, sauf que le stochastique est borné. Donc là, les croisements, c'est un signal, et les divergences, c'est un signal également. Ce sont des signaux également, excusez-moi. Donc, au niveau de la MACD, c'est clair qu'on a un signal qui est baissier, comme on peut constater. Maintenant, au niveau du prix, ça consolide. Ce qu'on aimerait voir pour avoir vraiment je pense, une accélération de la baisse, ça serait si on clôture sous 5220 points, qui est le plus bas de vendredi. Si on clôture en dessous, bien, à mon avis, on devrait voir une accélération baissière du prix et on devrait rapidement retourner à 5000 points. 5000 points qui correspond à 38% de cette tendance. D'accord. Donc voilà, l'objectif, c'est que finalement, si on a un retracement, une correction des indices qui pourrait
voilà, ça pourrait être dû à différents catalyseurs. En tout cas, il en faudra un. Ça peut venir du Brexit, ça peut venir des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, ça peut venir peut-être Trump qui va annoncer des tarifs douaniers sur les voitures européennes. On ne sait pas. D'accord, on ne sait pas. Parce que si on le savait, ça serait intégré dans les prix. Et donc, ça ne deviendrait plus un catalyseur. D'accord? C'est quelque chose qui sera inattendu. Donc voilà. En tout cas, si on casse les récents supports sur les indices, c'est concrètement c'est signal baissier et on ira chercher un retracement de 38% des tendances haussières depuis les points bas de décembre. Donc pour le DAX, c'est globalement pareil. Le DAX, vous voyez que ça consolide. On va se remettre sur du Enkinashi. Bon, c'est un peu moins clair, mais voilà, ça consolide. Ça consolide et concrètement, si on a un retracement, là pareil, la MACD, alors on n'a pas de divergence sur le journalier, mais par contre sur du 4 heures c'est pareil, on a une div, regardez. Sommet, sommet. Donc divergence. Et voilà, si on passe sous le récent plus bas, le plus bas de vendredi à vers 11 400 à peu près, si on passe en dessous de 11 400, bien on va chercher un retracement jusqu'à 11 000 points, très probablement. On ira chercher un retracement de 38%. Donc 38%, ouais, ça fait 11 130 dans un premier temps. Puis 11 000 à la rigueur. Alors je vais enlever quelques-uns de ces voilà, de ces obliques. Donc, je vais retracer mes obliques parce qu'il y en avait beaucoup et j'ai eu des critiques sur mes obliques. Enfin, en tout cas sur mon graphique qui était trop chargé. Donc je vais le refaire avec vous. Ça permettra à ceux qui ne savent pas comment je trace mes niveaux de support et de résistance, et bien d'observer comment je le fais. Donc là, il me semble qu'on avait une divergence en 68, 71. Ah non, 70. Donc là, on n'avait pas de divergence. Nous n'avions pas de divergence. Alors, donc, voilà, je pense qu'au niveau des supports de résistance, ça va suffire. En mensuel, en tout cas. Donc, je vais les mettre en épais pour les différencier. Donc, vous voyez, j'ai switché entre les mèches et les prix de clôture parce que je pense que c'est pas que je pense, c'est que c'est un fait. Les prix de clôture sont assez importants quand même. Donc voilà, c'est à surveiller. Les prix de clôture. Il n'y a pas que les mèches qui comptent. D'accord. Donc là, on voit une figure, hein, une tête, une épaule inversée qui donne un objectif jusqu'à 12 500 points. Je le rappelle. Et donc on va laisser voilà ces niveaux de support résistance. Pas besoin d'en mettre plus, sinon ça sera encore une fois trop chargé. Donc voilà, 38%, on voit, c'est un retracement à 11 126, voire 11 000 points. En tout cas, cette zone entre 38 et 50%, je rappelle, d'un point de vue Fibonacci, c'est la zone théoriquement la plus probable de rebond, de retour dans la précédente tendance. Voilà, donc au niveau des indices, en clair, ça consolide. On est toujours sous des résistances, donc d'un point de vue ratio risque-rendement, ça c'est toujours assez intéressant, hein, les prix actuels à shorter pour viser une correction de 38%. Maintenant, il faut savoir qu'on n'a pas des signaux baissiers majeurs, hein, sur le journalier. Alors certes, regardez sur le CAC, on a une divergence baissière, mais on est très loin de 50, donc on est très loin de la valider cette divergence. Donc il faut absolument que le RSI passe sous 50 ou que le prix passe sous 5220, le plus bas de vendredi, pour voir une accélération baissière du prix. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pourrait s'attendre, alors je dis pas un crack, mais vraiment à une baisse. Au niveau de l'or, donc l'or 1305 dollars, 1305 dollars en journalier. Bon bah c'est boule, hein. Regardez, on a eu breakout hier sur les chandeliers. Là, on n'est pas sur Enkinashi. Chandelier breakout hier au-dessus de 1300, donc ça c'est un signal d'achat. Enfin, c'est un signal haussier. Donc je ne sais pas qui est à l'achat en ce moment, comme on en avait parlé en début de semaine. Regardez la MACD.
Alors c'est important de ne pas anticiper un signal, mais on voit que ça n'est qu'une question, à mon avis, de 1 à 2 séances pour qu'on ait le signal de la MACD. Et vous savez, vous connaissez mes perspectives. Alors dans un premier temps, je pense que voilà, 1320 $, ça sera un objectif important. De toute façon, il faudra utiliser les retracements de Fibo, plus haut, plus bas. Là, vous voyez qu'on est déjà en train de tester 38%, donc il faut s'attendre à quelques prises de bénéfices à court terme. Ensuite, il y aura 1313, puis 1320. Vous voyez, donc il y aura des nombreux niveaux de résistance. Maintenant, dans le fond, on voit que la tendance est clairement haussière, donc j'ai du mal à imaginer un renversement du gold et un retour à 1250. Ça pourrait être le cas si et seulement si le DXY clôture au-dessus de 97,20 points. Alors, DXY. Vous voyez que le DXY, plus haut 2018, bah c'est en baisse. Hein. Vous voyez. 97, pardon, 70, excusez-moi. 97, 70, c'est la résistance. Tant qu'on est en dessous, c'est une perspective baissière pour le dollar, jusqu'à cette oblique. Et donc, haussière pour l'or. Et ensuite, le deuxième facteur qui soutient l'or, c'est quoi? C'est la volatilité implicite, autrement dit l'aversion au risque. Donc, il suffit de regarder le S&P finalement. Le S&P, tant qu'il est sous cette résistance, pour moi, il y a beaucoup plus de perspectives les perspectives sont davantage à la baisse sur le S&P. Donc, qui dit baisse du S&P dit hausse de la volatilité implicite et donc dit aversion au risque. Voilà. Et donc, hausse de l'or. Maintenant, si on avait le DXY qui clôturait au-dessus de 97,20 et le S&P qui clôturait au-dessus des 2820 points, d'accord, bien ça serait des signaux haussiers. Ça serait des signaux haussiers pour, boule finalement pour le marché action et donc baissier pour l'or. Voilà, donc réellement cette résistance à 2820 sur le S&P, ce n'est pas qu'une résistance, c'est pas qu'un seuil important pour le S&P. C'est un seuil important déjà pour tous les indices boursiers, la plupart en tout cas pour le CAC, les indices européens. Mais c'est également un signal important pour l'or. Parce que finalement, si on passe au-dessus, ça témoignera de l'appétit au risque et donc une baisse de l'or. Et si bien on a une baisse, une correction de 38% du S&P sous cette oblique, eh bien on devrait avoir une baisse des marchés actions. En tout cas, je pense que la probabilité est davantage à la baisse et donc une hausse de la version au risque et de l'or. Donc voilà. Et même analyse pour les XY. Tant qu'on est en dessous du plus haut 2018 qui a été atteint la semaine dernière, la perspective est plutôt baissière pour le dollar, donc haussière pour l'or. Par contre, si le dollar venait à clôturer au-dessus, si on avait un plus haut annuel, bien ce serait perspective haussière pour le dollar et donc baissière pour l'or. Donc voilà, donc tant que le S&P est sous résistance et que le DXY l'est également, l'or a toutes ses chances de progresser. Il n'y a pas de raison de s'arrêter à 1306 ou à 1313. Ça se trouve, on va aller chercher 1346. Donc voilà, je dirais pas que c'est 1320 l'objectif 100%. Maintenant, voilà, je pense que cette semaine, j'ai du mal à voir l'or dépasser 1320 $. Il faudrait vraiment que ce soir, par exemple, le Parlement britannique vote pour le no deal, accepte la possibilité d'un no deal. Là, ça serait inquiétant pour les investisseurs. Donc oui, il y aurait des stratégies de couverture et l'or en ferait partie. Et il faudrait bien des statistiques extrêmement décevantes aux États-Unis. Alors on a eu l'IPC, on a d'autres stats cette semaine, il me semble. Alors quelles sont les autres statistiques aux États-Unis cette semaine? Alors, là, mercredi, commande de biens durables, bon, sera important, mais c'est pas non plus quelque chose de majeur. On a l'IPC de la zone euro qui pourrait être important. Mais bon, l'IPC de la zone euro, c'est définitif final. Donc l'estimation finale, c'est jamais quelque chose de très très finalement volatile sur les marchés. L'indice de confiance du Michigan, ça sera à surveiller. Mais voilà, on n'a plus vraiment d'annonces majeures sur aux États-Unis. Donc la volatilité la hausse de l'or a plus de chances de se faire via les news sur le Brexit que via le dollar. Bon, en tout cas, je suis bull sur l'or. Voilà, vous savez, je suis haussier depuis 1290, 95, voilà.
haussier et voilà, tant qu'on se maintient au-dessus de ces plus bas, bien la perspective reste haussière. Voilà, donc au niveau de l'euro-dollar, alors l'euro-dollar, je suis assez content quand même de ce qu'on a fait sur l'euro-dollar, puisqu'il est revenu chercher les 1,13, hein, ce qu'on on en avait parlé vendredi. On avait même une stratégie haussière déjà jusqu'à 1,1275, mais possiblement jusqu'à 1,13. Et ça y est, on est revenu hier, mardi soir, vous voyez, à 1,13. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On avait une belle divergence qui nous signalait cette correction. Maintenant, attention, on voit que c'est l'inverse qui est en train de se mettre en place, puisque on a quoi? On a cette fois-ci une divergence qui est baissière. Et vous voyez que le RSI est à 59, on n'est pas loin d'une sortie une cassure de 50. Alors maintenant, cette divergence, elle est à prendre avec des pincettes, puisque cette divergence s'est formée en dehors des zones comment dire, extrêmes. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans la zone de surachat, ni dans la zone de survente. Donc normalement, une divergence, et la fiabilité augmente énormément lorsque cette divergence commence à se former dans une zone de surachat ou de survente. Là, on voit qu'on n'a eu aucun point dans une zone dans la zone de surachat. Donc, vous voyez, on a une divergence, mais voilà, faut pas non plus, attention, les divergences, quand elles sont entre 70 et 30, elles sont beaucoup moins fiables que lorsqu'elles sont dans les pôles. Voilà, donc, en tout cas, sous un 13, je pense qu'on peut avoir des bénéfices qui pourraient être prises. Alors, Edgy qui me dit merci Vintage, je peux profiter de l'achat euro-dollar. Ben écoutez, parfait. Donc là, je pense que les perspectives de l'euro-dollar à court terme semblent assez limitées. Comme je vous l'ai dit hier avant-hier et comme vous l'a dit également alors Vincent Gann, pardon, dans le webinaire en commun que nous avons fait, eh bien, l'euro et le GBP sont assez corrélés. Alors, je dirais que le GBP est beaucoup plus influencé par l'euro que l'euro l'est par le GBP. Mais en fait, la logique, c'est quoi? C'est que si on a des bonnes annonces du côté du Royaume-Uni, d'accord? Si le marché achète du GBP, le marché achète du GBP, ils vendent l'euro, mais surtout du dollar. Donc, ça fait monter également l'euro-dollar mécaniquement. Mais à l'inverse, si on a de l'aversion sur la livre sterling, alors ça va vendre du GBP et ça va se couvrir sur du yen, sur du dollar et très légèrement sur de l'euro. Donc, vu que le dollar sera plus acheté que l'euro si on a l'aversion sur le pound, eh bien l'euro-dollar sera mécaniquement en baisse. Donc, c'est pour ça que le GBP ou que l'euro ou même que le franc sont assez corrélés. Voilà, je vous remonte le graphique que je vous ai fait voir en début de semaine. Mais voilà, là on a l'euro-dollar et devant nous on a le GBP-USD. Vous voyez que les deux sont assez corrélés. Alors oui, c'est pas une corrélation à 100%, c'est clair, mais on voit clairement qu'il y a quelque chose en commun. Pourquoi? Parce que les deux, eh bien, sont bien la contrepartie, la devise contrepartie majeure de l'euro-dollar ou du GBP-USD, c'est le dollar. Voilà. C'est la devise qui influence le plus ces deux devises. Donc forcément, si on a la version pour le GBP, ça fera pression sur l'euro. L'euro-dollar, pardon. Voilà, donc le vote de ce soir et finalement même le Brexit, le cas du Brexit, le Brexit d'une manière générale, n'a pas qu'un impact sur le GBP-USD. Ça a un impact également sur l'euro-dollar. Il faut en être conscient. Donc, ce qui va se passer ce soir et lors des prochaines séances, ça aura également un effet sur l'euro-dollar. Donc là, un 13, je pense qu'il faut prendre des bénéfices. Un 13, c'est quoi? Bon, c'est un seul psychologique, mais c'est surtout, on a corrigé l'entière baisse provoquée par la BCE la semaine dernière. Donc, psychologiquement, le marché va prendre des bénéfices. On va peut-être aller chercher un 13,41, mais voilà, honnêtement, là, on a une belle hausse. Ça m'étonnerait qu'on continue avec un momentum aussi important lors des prochaines séances. D'accord? Là, l'euro-dollar a pris quand même en moins d'une semaine plus de 100 pips. Donc voilà, je pense que l'euro-dollar, petite période de consolidation, on va peut-être déborder au-dessus. C'est possible, hein. Moi, j'ai pas une analyse au pips près, hein. Je peux pas, voilà, j'ai pas une boule de cristal entre les mains. Mais dans l'idée, je pense qu'on va consolider autour de ce niveau-là sur l'euro-dollar et finalement que les news sur le Brexit lors des prochaines heures seront décisives pour le GBP, mais également pour l'euro-dollar. LG qui me dit tout est une histoire d'aversion, je comprends mieux le marché grâce à vous. Eh bien écoutez, parfait. Oui, voilà, c'est tous une question d'appétit ou d'aversion pour risque et de corrélation. Voilà, il y a une mécanique dans les marchés. Il y a une mécanique. C'est pas, les réactions ne sont pas aléatoires, d'accord. Donc il y a une mécanique derrière. C'est la psychologie. Les marchés, faut s'imaginer un marché un réel, hein, enfin un marché réel. C'est-à-dire quand vous allez au marché, il y a des acheteurs, enfin
Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Sauf que bon, c'est pas le même système, mais voilà, le marché, c'est une psychologie, d'accord? C'est de la psychologie. L'analyse des marchés, c'est l'analyse psychologique. L'analyse du prix, c'est l'analyse comportementale des acteurs sur le marché. Comment le SMI se comporte face au Brexit? Alors le SMI, bon, SMI, ça reste un indice, hein. Et les indices, vous savez qu'ils sont énormément corrélés entre eux. Donc ça fait quelques semaines que j'ai pas regardé le SMI. Alors pour ceux qui ne savent pas, le SMI, c'est l'indice suisse. Ah, le SMI, on a eu un breakout quand même, hein. Le SMI tient bien. Alors, on revient au sommet 2007, 2015, 2018. Bon, RSI, respiration, mais on n'a pas de signaux baissiers, hein. On n'a pas de signaux baissiers. On est toujours au-dessus de 50. Le signal d'alerte, ce serait si le SMI passe en dessous de 50. S'il passe en dessous de 50, ça sera baissier. Maintenant, voilà. Comme je vous l'ai dit, les indices sont corrélés entre eux. Enfin, surtout, plutôt, je dirais que les indices sont corrélés à Wall Street. En tout cas, énormément influencés. Donc, si demain on a une baisse du S&P, si le S&P commence à corriger 38% de sa hausse depuis le début du mois de décembre, eh bien le SMI ne restera pas indifférent. Le SMI corrigera également une partie de cette hausse de 15%. Donc, il faudra s'attendre à une correction. Un retour à 9000 points. Vous voyez. Donc voilà, le SMI pour le moment, et là vous voyez qu'on arrive sous une résistance extrêmement majeure, donc c'est clairement pas le moment d'acheter le SMI, hein. Si on a un breakout en mensuel, à la rigueur, pourquoi pas, puisque vous voyez, ce sera un plus haut mensuel. Mais là, on est sous résistance, donc SMI, il y a absolument rien à faire. Il n'y a pas de position short à mettre en place, à part si on vient chercher les 9000, vous voyez, si on s'approche de ces niveaux-là, je pense que d'un point de vue ratio risque-rendement, vu la configuration du S&P, ça me semble assez intéressant de shorter le SMI. D'accord? Mais là, par exemple, imaginons on veut passer short, d'accord? On met un stop au-dessus de cette résistance, donc ça fait un stop de quoi? 180 points pour aller en chercher près de 400. Donc ça fait un ratio risque-rendement de 2, c'est pas mal. Pour certains, 2 c'est suffisant, pour d'autres, ça ne l'est clairement pas. Donc c'est à vous de voir, mais je pense que on peut attendre pour le SMI. On peut attendre. Raymond qui me dit donc le marché sur lequel on trade ne reflète pas l'économie réelle. Alors si, les indices, enfin, les indices sont censés être des indicateurs avancés de l'économie. C'est-à-dire quoi, indicateurs avancés? C'est des indicateurs leaders qui généralement, eh bien, lead l'économie, anticipe l'économie. Voilà. Sauf que maintenant l'économie, c'est la mondialisation. Donc les indices sont à l'image de la mondialisation. Les économies ne sont plus, ne peuvent plus fonctionner toutes seules, d'accord? Le Royaume-Uni tout seul ne peut pas fonctionner, d'accord? S'il n'y a pas des échanges internationaux, les économies s'effondrent, d'accord? Donc il y a la mondialisation, donc à l'image de cette mondialisation, les indices sont corrélés entre eux, voilà. Donc maintenant les indices c'est surtout la santé de l'économie mondiale. Le gold vient de breaker les 1306. Alors dépasser 1306, voilà, les gold c'est haussier pour le moment. Gold c'est haussier. Gold faut regarder encore une fois le VIX ou le dollar. VIX et dollar. C'est les deux indicateurs qui vont influencer le plus l'or. Alors Denis qui me dit avec cette appli gratuite Flight Trader 24, on peut se rendre compte de l'immense quantité de ferraille qui circule en temps réel dans le ciel mondial. Alors oui, une application qui permet de voir en temps réel les avions en circulation dans le monde. Oui, après je sais pas si on peut voir l'impact le fait que le Boeing 737 Max a été pour un moment sont cloués au sol ces avions-là. Est-ce qu'on peut le voir sur les alors oui, je sais qu'on peut voir que le fait qu'il n'y a pas de 737, mais est-ce que ça a un impact réel pour le moment sur, euh, sur la circulation des avions dans le monde? Je ne sais pas. Bon, de toute façon, le plus important, c'est de regarder les marchés. C'est ça les principaux indicateurs. Donc voilà, l'euro-dollar,
court terme, prendre des bénéfices. Bon, GBP/USD, c'est un petit peu le loto, donc on va pas non plus, je vais pas, surtout cette semaine, hein, et on est je rappelle, allez, à 20 jours à peine, même pas, hein. Là, vous voyez, nous sommes le 13 mars, le 29, le 31, pardon, le 29 ou 31. Alors, j'ai un doute là d'un seul coup. Mais voilà, fin du mois, on a le Brexit. D'accord? Donc voilà, on est à moins de 2 semaines et pour le moment, on est à 2 semaines où on a quasiment rien. On a même rien au niveau du Brexit. Donc là, GBP, c'est un peu compliqué à trader. Vous voyez que là, on prend 200 pips, là, on en perd 200, là, on rebondit. Donc si vous aimez la volatilité, GBP USD c'est fait pour vous. Maintenant, c'est assez incertain. C'est même très incertain. Au niveau de l'USD Yen, alors l'USD Yen, et on va regarder également les small caps, l'USD Yen peut être considéré comme un indicateur leader des marchés actions. Ça, faut le savoir. L'USD Yen peut être, encore une fois, c'est pas du 100%, comme les small caps, c'est pas du 100%, mais l'USD Yen, c'est un indicateur qui peut précéder le mouvement des marchés actions, qui tend en tout cas à précéder. Là, l'USD Yen, vous voyez qu'au niveau de la MACD, on commence à avoir des croisements. Alors, c'est pas parce qu'on a un croisement qu'on va avoir forcément une chute, hein. On peut avoir un croisement et ensuite un nouveau rebond, comme ce fut le cas, par exemple, ici, regardez, croisement à la baisse et finalement, nouvelle impulsion haussière. Donc, l'analyse du prix, on est toujours dans le triangle, dans le canal qui se transforme plutôt en biseau, un puissant biseau, hein. 1, 2, 3 points de contact. Donc là, ça y est, hein, c'est une figure qui est bearish. Un biseau ascendant, c'est bearish. On a plus souvent une sortie par le bas. Et si on a une sortie par le bas, alors, signal baissier, direction le bas du biseau à 108,50. Donc là, on voit les doji. Alors là, on est sur du Enkinashi, donc je vais mettre, voilà, 4 heures, on n'a pas vraiment de mouvement. Et au niveau des bandes de Bollinger, on commence à avoir un début de squeeze. On débute à peine le squeeze. Donc voilà, vous savez que là, les bandes de Bollinger permettront de donner une nouvelle indication au niveau du prix. Donc, si on a une sortie, on a une clôture en dessous de la bande inférieure, on aura également une sortie en dessous de ce canal, donc ça serait 2 signaux bearish en direction de 110, puis 108,50. Et si on a une baisse de l'USD Yen, ça renforcera la conviction baissière du S&P, des indices et haussière de l'or. Ensuite, et bien là pour le moment on est donc, excusez-moi, en intraday on est sous résistance, donc là il n'y a pas grand chose à faire sur le SDN, hein. RSI nous indique rien, on est à 50, donc c'est neutralité totale. Neutralité, et le prix, voilà, on est sous résistance 111,40. Voilà, donc pour le moment, il n'y a rien sur le USD-Yen, hein. Sur le SDN, il n'y a rien. D'ailleurs, si on passe, vous voyez, si on clôture en dessous de la bande inférieure de Bollinger, bon, ça sera également une clôture journalière en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Donc là également, ce sera un signal de vente. Donc on aurait 3 signaux de vente si l'USD Yen passait en dessous des 110. Si on passe en dessous de 110, on a 3 signaux de vente d'un coup. Le canal, la bande inférieure de Bollinger et la moyenne mobile à 20 jours. Et donc les small caps, vous savez que les small caps tendent également à être un indicateur avancé du S&P 500, enfin et des marchés actions, pardon. Donc S&P 600, SP 600. Vous voyez qu'on a eu un rebond, le 11 mars, mais regardez hier, regardez les small caps, elles ont baissé, les small caps, elles n'ont pas progressé, à l'inverse du S&P. Donc voilà, clairement, pour le moment, on n'a pas de breakout sur les small caps. D'accord, pas de breakout sur les small caps. Là, au niveau des supports, regardez, là, on a un puissant niveau de support. Ici, résistance, devenu support. Finalement, c'est psychologique des 900, hein, j'ai l'impression. Si on met 900, voilà, c'est 900 hein, globalement. Donc, si on a une correction, là, on pourrait avoir une poursuite de la correction jusqu'à 900. La MACD, c'est baissière. On va peut-être changer avec le RSI pour voir un petit peu ce que ça donne. RSI, ok. Donc là, on est passé en territoire bearish, hein, le RSI, c'est assez important à constater. On avait une divergence, une micro-div, mais c'était une div, hein, parce qu'on était en zone de surachat. Regardez, sommet, micro-div. On passe sous 50, signal baissier. En 4 heures, elle est beaucoup plus visible, cette div. Regardez. Sommet. Donc là, c'est plutôt bearish, hein.
Ça sent pas bon sur du court terme sur les indices. Maintenant, voilà, c'est pour ça que moi je suis baissier. On voit l'USD-Yen, ça commence à consolider, il n'y a pas de nouvelle hausse. On pourrait même baisser lors des prochaines heures, voire jours. Mais on n'a pas le signal baissier. Encore une fois, on a beaucoup de signaux baissiers. Enfin, non, on a beaucoup de premiers sentiments baissiers en faveur de la version au risque, l'USD-Yen, l'or qui monte, le VVIX qui commence à s'agiter, les small caps qui baissent beaucoup plus que les large caps. Donc tout ça, ouais, c'est pas bon pour la version au risque. Mais en même temps, on n'a pas de signaux baissiers majeurs. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc voilà, c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes depuis finalement 10 jours, mais qui se crédibilise de plus en plus. Parce qu'il y a 10 jours, les small caps étaient au plus haut, l'USD-Yen était encore bull, donc voilà, on a des signaux quand même qui commencent à se montrer et même à avoir un impact sur les prix. Ouais, donc c'est l'art de la gestion de risque finalement qui va permettre de gagner ou voilà, de profiter de ces scénarios. En attendant le pétrole qui est un autre baromètre d'appétit d'aversion au risque, qu'est-ce que fait le pétrole? Bah, il consolide. Pétrole, pas grand chose à dire. Hein. Regardez, pétrole. Alors, le problème du pétrole, c'est qu'il y a une configuration qui est haussière. Vous savez, hein, ça fait maintenant 2 semaines, 3 semaines peut-être, je ne sais pas, que on a eu, que voilà, j'ai plutôt une perspective haussière en raison de cette épaule inversée qui a été validée. Mais qui dit baisse des marchés à actions, qui dit aversion au risque, dit baisse des cours de pétrole. À part si cette hausse des cours de pétrole est justifiée par l'offre, enfin, et plutôt même par le gel de la production de l'OPEP. Là, on pourrait peut-être avoir une décorrélation entre le pétrole et les marchés à actions. Et encore, je suis pas certain. Enfin bref. Techniquement, si on se fie à l'analyse technique des cours de pétrole, bien qu'on le veuille ou non, c'est bullish. C'est bullish, même si voilà, il n'y a pas un momentum de folie. On reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, qui n'a pas été réellement cassée depuis le début du rebond le 4 janvier. Regardez, vous voyez, ça fait office de support globalement. Et on a l'objectif de l'ETE. Donc voilà, on n'a pas vraiment de signaux baissiers pour le moment. Sur le RSI, on n'a pas de divergence baissière. Le RSI se maintient au-dessus de 50, donc c'est le principal. Donc on est toujours avec une pression plutôt acheteuse. Et en 4 heures, en 4 heures non plus, on n'a rien finalement. On n'a rien. Donc voilà, c'est assez compliqué le pétrole. C'est le seul finalement, c'est le seul indicateur qui vient contredire mon scénario d'aversion au risque, en d'autres termes, de repli, de correction des marchés actions. Et finalement, je pense que c'est seulement le pétrole qui tient les marchés actions. Honnêtement, je pense qu'il y a que ça qui tient les marchés actions en ce moment, avec le rachat des entreprises, des actions des entreprises. Mais voilà, si demain le pétrole il revient à 60 $ le baril, imaginons il revient à 60 $, le S&P sera pas au prix actuel. Hein. Le S&P corrigera 38%, aura déjà corrigé 38% à mon avis. Donc voilà, il y a que le pétrole qui vient un peu compromettre cette analyse que j'ai depuis quelques séances, depuis une dizaine de jours. Mais en même temps, on n'a pas de hausse. Donc voilà, c'est compliqué le pétrole à y voir clair à court terme. En tout cas, sur du court terme, ça fait rien. On le voit depuis le 22 février, donc depuis presque un mois, le pétrole ne fait absolument rien. C'est du yo-yo. Hein. Vous voyez, sommet, creux, sommet, creux, sommet. On va avoir un renversement. Voilà. Pour le moment, il n'y a rien à dire sur les cours de pétrole. Regardons, faisons un petit tour sur le SDCNH. Ça fait quelques jours que je n'ai pas regardé le SDCNH. Le SDCNH qui est important pour l'or. Hein. Si vous tradez l'or, le SDCNH, c'est un must. C'est corrélé négativement, bien évidemment. Donc si l'USD-CNH est en baisse, c'est positif pour l'or. Et là, on voit que c'est en baisse. Ça, c'est bien pour l'or. Maintenant, attention, parce qu'on commence à avoir 0,036. On a commencé à avoir une divergence haussière, qui est très loin d'être validée. Mais regardez, sommet, creux, et creux. Là, on commence à avoir une divergence qui est loin d'être validée, mais voilà, c'est un petit signal d'alerte quand même. Voilà. Donc je pense que là, le SDCNH, d'un point de vue du prix, hein, là le momentum, ok, on a un signal d'alerte, mais on n'a pas c'est pas parce qu'on a une divergence qu'on va forcément avoir un rebond dans l'immédiat. Je pense que d'ici à ce que la divergence soit valide, je pense que le SDCNH a une marge de baisse. Hein.
On peut revenir à 6,6, ce qui serait bénéfique pour l'or. Le Dow Jones est-il sous résistance? Bah, le S&P est sous résistance, donc j'ai envie de dire, le Dow Jones, il y a peu de marge de manœuvre. Hein. Le Dow Jones pourrait rebondir puisque Boeing, à mon avis, il y a de fortes chances qu'il corrige à terme sa chute hein, qu'on a eu ces dernières séances depuis le début de la semaine. Mais voilà, de là à dire qu'on va avoir, vous voyez, le Dow Jones finalement, la résistance équivalente des 2820 points du S&P sur le Dow Jones, c'est quoi? C'est 26 227. Donc c'est 1000 points un peu moins de 1000 points, c'est 700 points depuis les prix actuels. D'accord? Donc la marge de baisse, la marge de hausse, oui, il y en a une. Et c'est pour ça que finalement le Dow Jones n'est pas très très intéressant parce que Dow Jones s'est pas vraiment apprécié ces dernières séances à cause de Boeing. Donc là, d'un point de vue ratio scorement, imaginons on cherche à shorter le Dow Jones actuellement, on mettrait un stop où, bon, soit là, mais ce serait assez risqué. L'idéal serait de le mettre ici, 734 points pour possible. Pour aller chercher 1000, mais 1200, c'est pas intéressant. C'est un ratio scorement inférieur à 2. C'est pas du tout intéressant. Donc c'est pour ça que le Dow Jones, là, d'un point de vue technique, c'est pas très intéressant de le trader. Et que le S&P, à l'inverse, le S&P, il est à 2693. Là, d'un point de vue ratio scorement, on va se mettre sur l'échange de liés. Allez, stop, allez, d'une trentaine de points, même quarantaine à rigueur, trentaine, pour aller chercher 150. Là, il y a quand même un ratio sûrement de 5. C'est assez sympathique. En quoi la hausse du CNH favorise celle de l'or? Alors, il faut savoir que l'or est la plus grande demande d'or, c'est pour les bijoux, d'accord? Les bijoux, c'est la principale demande d'or. Les bijoux sont énormément demandés par les émergents. Et surtout l'Inde, de par sa culture. Vous savez que dans l'Inde, l'or, c'est quelque chose. Alors, je suis pas spécialiste de l'Inde, mais je ne connais même vraiment pas. Mais vous savez que voilà, ils sont beaucoup avec les bijoux, dans les traditions, etc. Voilà, bijoux d'or. Donc en fait, l'Inde, c'est déjà un gros pays demandeur d'or. Donc la santé de l'Inde et même de la Chine. La Chine, c'est c'est le pays qui produit le plus de produits électroniques. Et dans l'électronique, il y a besoin d'or. Donc, qui dit bonne santé économique de l'or, de la Chine et de l'Inde, donc en clair des émergents, hein, puisque la Chine et l'Inde, c'est 3 milliards d'habitants hein, à peu près. Eh bien, qui dit bonne santé économique de l'Inde et de l'or, dit demande d'or, bonne santé économique, pardon, oui, de Chine et de l'Inde, eh bien, dit demande d'or en hausse. Et, euh, et voilà. Et en plus, on a la Chine et même la Russie, euh, qui se délaisse peu à peu des obligations américaines et achète davantage d'or. Voilà, donc l'or, c'est un actif refuge, mais c'est également un actif qui est utilisé dans l'électronique. Principal pays producteur, fabricant d'objets électroniques, c'est la Chine. C'est également l'or utile pour les bijoux. Et principal en tout cas demandeur de bijoux, c'est l'Inde. Donc c'est pour ça que l'USD-CNH et l'USD-ILS, USD-ILS qui est tac tac tac, USD-ILS ici, ces deux paires ont une influence assez particulière sur l'or. Voilà. Regardez, gold. Ah, gold. L'or devant nous qui est ici en journalier. Voilà. Sur un an. Je pense que c'est bien sur un an. On va mettre le DXY. On va mettre quoi? On va mettre l'USD CNH. Et on va mettre quoi? On va mettre l'USD ILS. Alors qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on constate? Alors, on va déjà enlever le DXY. Non, on va déjà laisser que le DXY, pardon. Bon, alors DXY, on le sait, hein, il y a une corrélation qui est négative. Une corrélation qui est négative, qui dit baisse du dollar, dit hausse de l'or. Ça, on le sait. Au niveau des émergents, donc là, on a l'USD CNH, là, on a l'USD ILS. Bien, on le voit, pareil, on a une corrélation qui est plutôt négative. Alors, elle n'est pas 100% négative, mais on voit globalement dans l'idée que dès qu'on a une baisse, regardez, la point bas de l'or, point haut du dollar face aux émergents. Point bas, ici, point bas du dollar face aux émergents, point haut de l'or. Ici, point haut du dollar face aux émergents, point bas de l'or.
Et ensuite, le dernier facteur, comme je vous l'ai dit, c'est la volatilité implicite. Donc, en d'autres termes, le VIX. C'est le VIX, la volatilité implicite. Dès qu'on a de la volatilité, eh bien, ça va soutenir l'or. Regardez ici. Hausse de la volatilité implicite commence à avoir une corrélation avec l'or. Et là, la baisse devient une menace pour l'or. Mais bon, là, c'est la baisse du dollar qui a pris le relais et qui a justifié le rebond, la hausse de l'or. Donc, il y a plusieurs facteurs à favoriser. Et donc, par ricochet, l'AUD. L'AUD et même les devises commodities d'une manière générale. Tout à fait. Et voilà, donc l'AUD, en effet, est assez dépendante de l'or et, plus, en fait, plus particulièrement de la Chine. Voilà. AUD-USD. Voilà. AUD-USD, gold. Vous voyez qu'on a quand même quelque chose. Hein. On a quand même quelque chose. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Je pense qu'on a fait un bon tour. Hein. Donc voilà, prudent sur la livre sterling cette semaine. Prudent sur les marchés. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous ce soir à 18h pour un webinaire éducatif. Pour un webinaire éducatif, je ne sais pas encore le sujet, mais je vais préparer cela aujourd'hui. Donc voilà. Et sinon, pour ceux qui ne seront pas là au webinaire éducatif, eh bien, je vous dis à demain matin, comme d'habitude, pour la prochaine revue des marchés. Très bonne journée à vous et à ce soir.